Bonjour Vincent, Bonjour Vincent. c'est pas tous les jours qu'on a des Vincent dans l'interview, donc autant en profiter. Donc aujourd'hui, on fait cette interview. Alors tu fais partie de la série des interviews des hypersensibles et hauts potentiels. On parle de haut potentiel, multipotentiel. On l'a déjà défini. Si tu suis effectivement donc ces interviews avec justement Florian qui en a parlé, mais aujourd'hui on va se diriger plus vers les hypersensibles et hauts potentiels. Donc tu te diras justement Vincent où tu te situes par rapport à cela. L'objectif maintenant de cette série d'interviews, comme je viens de le dire dans les coulisses avec Vincent, c'est trois choses. Comment tu as découvert ton potentiel, ce que tu en as fait, enfin comment tu l'as canalisé, c'est-à-dire comment tu l'as découvert. Ça, c'est vraiment le premier point. La deuxième, c'est comment t'as appris à la canaliser et ce que tu en as fait, en fait, un petit peu tes résultats. Pourquoi? Parce qu'au-delà de cela, cette série d'interviews, c'est un petit peu, je veux donner de l'espoir et surtout pas que de l'espoir, mais de la réalité à ces personnes, à toi certainement qui regardent ces séries d'interviews, que tu es pas tout seul et qu'il y a des possibilités de faire des belles choses avec. Et justement, je vais te faire découvrir des belles personnes qui ont justement appris à utiliser ce potentiel et à en faire des belles choses. Donc aujourd'hui, je t'invite effectivement, Vincent, à nous partager donc ton histoire par rapport à tout cela. Alors bien sûr, je vais te poser des questions au fur et à mesure et te guider. Dans un premier temps, je voudrais juste que tu dises pour les personnes qui te découvrent aujourd'hui, qui tu es, mais alors très, je dirais vaguement aujourd'hui à l'instant T, c'est-à-dire quel âge tu as, tout simplement. Donner aussi ta ville, c'est sympa aussi, c'est un petit piment. Et puis, ce que tu fais dans la vie de tous les jours, rapidement comme ça, on t'écoute. Alors j'ai un corps qui a 37 ans. J'habite à l'heure où on fait cette interview dans la région de Tours, en Indre-et-Loire. Et puis ce que je fais quotidiennement, plus de 6 heures par jour, c'est d'accompagner des personnes et ça depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, tu travailles à travers Internet et donc tu accompagnes les personnes. Et Oui. tu accompagnes les personnes, alors juste dans quel secteur pour qu'on puisse savoir un petit peu justement dans quel domaine tu interviens aujourd'hui? Alors moi j'aime bien dire que j'accompagne les personnes qui ont des problèmes et qui veulent les résoudre. Donc c'est-à-dire que ça peut être assez varié. Et évidemment tu parlais de multipotentialité. Il se trouve que j'ai d'abord œuvré dans le monde du sport. Ensuite j'ai œuvré dans le monde de l'entreprise. Maintenant j'œuvre un petit peu plus dans un monde qui est entre les deux, entre l'entreprise et le particulier, et plus précisément sur une majoritairement une population de personnes qui sont cadres dirigeants en transition de vie, que ça soit d'ordre personnel, vie de couple, vie amoureuse, ou que ça soit professionnel, c'est-à-dire perte de sens, épuisement, ce genre de choses. Et voilà. Et puis après, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon je vais vite partir et je sens mon cerveau qui déjà commence à aller loin. Donc je vais te laisser poser des questions pour guider correctement l'interview. C'est très bien ce que tu viens de dire. Pourquoi j'ai demandé justement que tu ailles un petit peu dedans, et c'est toujours un travail, comme tu viens de le dire, de pas aller trop à l'intérieur, mais juste un petit peu. C'est que toi qui regardes cette série d'interviews, tu peux justement t'apercevoir que Vincent, dès à présent, on peut le voir à l'heure actuelle, utilise justement son potentiel pour aider les personnes. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu apprends à développer ton potentiel et à l'utiliser, tu peux surtout t'en servir aussi pour aider les personnes autour de toi. Ça c'est vraiment top. C'est tout ce que je voulais surtout faire ressortir de tout cela, c'est-à-dire vraiment les belles choses que tu en fais aujourd'hui, mais on va en reparler. Donc maintenant, on va repartir sur comment tu as découvert effectivement cette hypersensibilité ou ce haut potentiel et où, hein, d'ailleurs, dessus. Bon, moi je sais un petit peu la réponse par rapport à cela, mais justement, je te laisse le transmettre par rapport aux personnes qui nous regardent. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est vraiment le point important et intéressant pour les personnes qui n'arrivent pas encore peut-être à s'accepter. Toi qui regardes cette interview, peut-être aujourd'hui, tu te poses encore des questions. Ce que je voudrais, Vincent, c'est que tu partages comment ça s'est déclenché dans ta tête de te dire, bon, il y a peut-être quelque chose de différent chez moi et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, justement, ces passages, peut-être quand tu étais jeune, justement. On t'écoute. Là, tu viens de toucher effectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, puisque la question moi, je préfère parler de sensibilité fine ou de haute sensibilité. Même en fait, de plus en plus, je parle de sensibilité naturelle,
parce que je crois et je m'aperçois de plus en plus aussi pour être avec des enfants et pour côtoyer pas mal d'enfants, que la sensibilité, en fait, grosso modo, entre 0 et 7 ans, c'est à peu près une sensibilité qu'on peut retrouver chez des personnes dites en France hypersensibles ou en haute sensibilité ou sensibilité fine. Donc pour moi, ça revient à une forme de sensibilité naturelle chez certains, et comme on est tous différents, il y a cette sensibilité fine ou naturelle à un delta qui est différent en fonction de chacun. Si je reviens à ta question, moi, il y avait déjà une sorte de différence quand j'étais enfant, puisque à chaque fois les écoles dans lesquelles je suis passé, j'étais le seul enfant en famille monoparentale. J'étais le seul enfant à pas bien connaître son père. Il y a des choses que je disais pas. Par exemple, quand j'étais plus jeune, je voyais facilement l'aura des objets. Quand j'étais plus jeune, et j'avais des remarques de ma mère du style t'es douillet, t'es trop sensible, endurcis-toi, ou ce genre de choses. Donc je voyais, si tu veux, si je reprends en fait tout jeune, le Vincent tout jeune, il vit des choses qui sont hyper fortes, que ça soit en termes mental, c'est-à-dire en termes de création, de créativité, que ça soit en termes de relation au monde, ou que ça soit en termes vis-à-vis déjà corporel. Il y a toute cette sensibilité-là. Mais par contre, il sait pas l'expliquer. Et il est un peu perdu avec ça parce qu'il a l'impression que les autres, en fait, ils sont pas de cet acabit-là. Et puis, la sensibilité et la potentialité, elles sont manifestées à travers notamment les arts martiaux. Et à travers les arts martiaux, il y a une forme effectivement d'endurcissement. C'est-à-dire que quand on commence à avoir des enseignants qui sont japonais au karaté, c'est pas le même enseignement que des enseignants français. On renforce pas le corps de la même façon, on n'écoute pas de la même façon. Et là, j'ai commencé à pratiquer la méditation, mais à pratiquer la méditation à 6 ans. Donc, tout d'un coup, ça commence à changer les perspectives en termes de rapport de soi à soi. Mais on se sent toujours différent. Parce qu'au cours, au dojo, on fait pas les choses tout à fait de la même façon que les autres, parce qu'on progresse un petit peu plus vite, parce qu'on comprend plus vite, parce que voilà. Mais tout ça, il y a toujours pas d'explication, parce que du milieu dans lequel j'arrive, on est dans un milieu ouvrier en termes de classe sociale très très basse, et donc pas de perspective. La découverte de la sensibilité, c'est je commence à chanter et à danser très tôt, en fait, sur de la musique. Mais pourquoi, comment, etc. Et puis il y a ces petites fêlures, en fait, tu sais, ces petites blessures où tu as l'impression que tu vis un truc d'intime de toi à toi, et puis il peut y avoir tes parents ou ce genre de choses, ou ta mère par exemple, qui va raconter en fait une partie d'intime à l'extérieur. Et tu te rends compte qu'au moment où elle fait ça, l'enfant que t'étais vit quelque chose comme un déchirement, comme un truc de mais pourquoi tu parles de ça alors que c'est pas de toi? Et donc déjà la sensibilité de comment ça se fait qu'on parle de moi alors que j'aimerais parler de moi mais à ma mesure. Donc en fait, si tu veux, il y a une mise en perspective de tous ces domaines, mais qui n'ont pas de mots, qui ont du mal à se conceptualiser, qui ont du mal à se matérialiser, et pourtant il y a une vie avec. Et au fur et à mesure, il y a une avancée, si tu veux, de cette sensibilité. Il y a des pertes de sensibilité. Moi, mon chemin, c'est qu'à un moment donné, j'ai trouvé ça tellement dur que j'ai voulu tellement m'endurcir que j'en ai perdu. Je suis devenu froid. En fait, de l'extérieur, les personnes me disaient c'était quelqu'un d'autant, de pédant, d'imbu de toi-même, etc. Et ils avaient raison quand ils disaient ça. Ils avaient vraiment raison dans le sens où c'était vraiment ce que je renvoyais. C'était vraiment ça. C'est peut-être encore présent aujourd'hui, tu vois. Il y a peut-être une phase de protection qui est toujours là, mais mais au fond, le cœur était tout mou, était aussi ce que j'appelle en 1000 morceaux, et ce qu'on appelle d'ailleurs en psychologie existentialiste le complexe trauma, ou le trauma aux 1000 blessures. C'est-à-dire en fait qu'à chaque fois qu'il y a eu des attaques, c'est comme si ton corps et ton être étaient éparpillés en 1000 morceaux, et qu'au fur et à mesure il y avait ensuite tout un travail à mener de réintégration pour remettre tout ça un peu en ordre, et que on puisse vivre tranquillement en fait avec tous ces potentiels et cette sensibilité là. C'est un travail
tellement délicat de faire. Alors justement, je me suis dit qu'au début c'était des interviews que j'allais faire, et au fur et à mesure, en fait, je me suis dit non, en fait, ça va être des interviews de discussion, parce qu'en fait, Mhm. il y a plein de rebonds à faire. Et c'est Oui. super intéressant parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tous les jours qu'on est emmené à discuter de ces choses-là avec d'autres Mhm. personnes et à oser justement transmettre tout ça. Et là, en fait, il y a plein de points à venir rebondir dessus. Et je pense que c'est croustillant autant pour toi, pour moi, pour toi aussi qui regarde cette interview avec nous justement. Et que tu peux peut-être aussi d'ailleurs mettre des commentaires en dessous pour dire un petit peu si tu as vécu des choses similaires par rapport à ce dont on est en train de parler. Parce que c'est vraiment ça qui va être intéressant dans tout cela, cette évolution. C'est qu'on découvre de plus en plus de personnes avec toutes leurs histoires et qu'on puisse rebondir les uns et les autres pour se dire, en fait, on est plein ensemble à découvrir tout ça. Alors, ce qu'on peut dénoter, et ce que j'apprécie beaucoup déjà dans un premier temps, dans ce que tu viens de dire, c'est que euh, première chose que je voulais dire, globalement, quand on t'écoute, Vincent, je sais pas si tu connais Frank Lovey. Oui, bien Il est sûr. magnifique. Mhm. J'ai l'impression d'entendre Frank Lovey quand tu parles. Déjà, tu as Mhm. un ton de voix et la manière dont tu parles, c'est assez marrant. Et Frank Lovey et la manière dont tu parles, c'est que vraiment, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est toujours en train de prendre, comme si on prenait de la distance et on observe tout de l'extérieur. Donc Mhm. déjà, je pense que ça, c'est une caractéristique, l'une des caractéristiques. Alors attention, ça peut être de la sensibilité fine, comme tu dis, ou naturelle, j'aime beaucoup, ou justement aux potentialités. Je pense que c'est plus aux potentialités par rapport à cela, mais en tout cas, c'est une des caractéristiques qu'on retrouve chez les personnes effectivement qui sont interviewées, c'est-à-dire vraiment d'avoir un esprit de perception autre, c'est-à-dire observateur, pour observer toutes ces choses-là qui sont déjà très très en avance alors qu'on est très jeune. Donc c'est intéressant à voir à quel point on est capable de s'extirper d'une situation pour faire. Moi, ce que je me disais toujours, c'est que je prends une photo de l'extérieur en prenant une photo de l'instant T. C'est-à-dire que je fais comme si c'était un tableau, et tellement souvent ça m'est arrivé de faire ça. Et toi, tu en parles tellement bien par rapport à ce moment-là où justement ta mère qui parlait de toi en disant mais moi j'ai envie de parler de moi à ce moment-là, et certainement tu devais prendre la distance. On disait pourquoi cette personne qui n'est pas moi parle de moi alors que moi à l'intérieur j'ai quelque chose. C'est comme si on regardait avec une troisième personne. Ça c'est Mhm. c'est très très intéressant par rapport à ce que tu viens de dire. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu dis quand tu étais jeune justement qu'il y avait des choses que tu faisais différemment, ça m'a fait penser à une chose où justement, alors toi tu parlais de la sensibilité fine. Alors je sais pas si c'est la sensibilité fine, moi je parle de là c'était la créativité. Moi quand j'étais en Mhm. maternelle, ce qui était assez marrant, c'est quand je faisais des Lego, dès que je terminais de faire un Lego, les personnes, enfin mes copains prenaient le Lego et allaient jouer avec. Moi je disais mais partez jouer avec, hein. Moi je continue à faire d'autres Lego, à créer. J'aimais pas jouer. J'aimais créer. Mhm. Tu vois, cette différence qu'on était quand on était petit de toujours faire des choses où les personnes ne comprenaient pas. Et cette sensibilité, comme tu dis, au niveau des arts martiaux, c'est assez impressionnant parce que moi, j'ai fait 10 ans de boxe française et j'ai fait du Viet Vo Dao aussi. Et c'est vrai que la mentalité, j'ai toujours été attiré, je pense, par ces arts martiaux qui viennent justement d'Asie. Et je pense qu'il y a un point qui est assez commun aux personnes justement avec cette sensibilité fine et également sur le potentiel. Euh, je pense qu'il y a un mot, moi, qui me définit, on en a parlé aussi dans les coulisses, c'est le mot respect. Et je pense qu'il y a beaucoup de respect. C'est un respect, en fait, qui nous permet, je pense que l'une des choses, il y a deux mots qui me viennent en tête. Le respect et le focus. C'est-à-dire qu'il y a une précision, je dirais, dans ce qu'on fait, qui nous intéresse beaucoup plus. Et surtout, il y a une calme et une sérénité où des personnes nous cadrent avec une éthique, un respect, je dirais des valeurs. Et je pense qu'il y a une certaine chose qu'on recherche beaucoup à l'intérieur. Je te laisse rebondir sur tout ce que je vais dire aussi rapidement. C'est, il y a un pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a un pourquoi derrière qui est beaucoup plus avec des valeurs, des éthiques, de là où on va, où on est, où on va, mais des choses qui sont beaucoup plus construites. Du coup, il y a un respect, un focus, une précision quand on réfléchit à tout cela. Et je pense que là, on utilise beaucoup plus notre potentiel dans des meilleures conditions. Du coup, on se sent beaucoup mieux. Et justement, dans ces arts martiaux, comme tu as dit, et justement, pas des sports de combat, mais des arts martiaux, eh bien, c'est là où on va pouvoir utiliser ce potentiel dans les conditions autres et où on va peut-être respecter notre potentiel beaucoup plus. Qu'est-ce que tu penses par rapport à cela, justement, ce que tu as ressenti avec justement cette méditation et quand tu as mis dans ce monde-là par rapport à ce que tu faisais au-delà de ce monde-là, on va dire? Mhm. Il y a deux choses en fait qui, par rapport à ce que tu as dit, j'ai eu deux pensées et deux visions à un moment donné. Quand toi tu parlais en fait de maternelle et que tu jouais avec tes Lego, au même instant en fait, j'avais oublié ce truc-là, mais quand j'étais en grandes vacances, donc famille monoparentale, de fait,
les parents, donc 4 à 5 semaines de vacances par an. Donc ça signifie que les grandes vacances, il y a beaucoup de semaines où on passe seul en fait, où on passe dans les centres aérés ou les centres de sport, etc. Bon, moi, la partie la plus intéressante, c'était les centres de sport. Il y avait tellement de sports différents à faire que c'était une vraie découverte, c'était génial. Et au moment où tu as dit ça, en fait, moi je me rappelle demander à ma mère en fait d'acheter des cahiers de vacances spéciaux en mathématiques pour que je puisse m'amuser à faire des mathématiques pendant les vacances. C'était le truc. Et quand je parlais de ça en fait à des amis ou même des adultes qui me voyaient faire ça, je me demandais quand même s'il y avait pas quelque chose. Mais jusque là c'était moi ça m'amusait en fait. Ça m'amusait vraiment. Je trouvais ça drôle en fait. C'était amusant. Et quand tu parlais des arts martiaux, si je passe du coq à l'âne, dans les arts martiaux il y avait les sensei, il répétait à chaque fois, c'est en fait quand tu vas être face et non pas contre, quand tu vas être face à ce que habituellement on appelle un adversaire, en fait tu vas être face à toi. C'est pas l'autre que tu as en face de toi, c'est toi que tu as en face de toi. Donc en fait ta mission c'est évidemment non pas de gagner, mais de déterminer en fait où sont ses points de force ou là où il est vraiment à l'aise et ses points de fragilité. Et une fois que tu as identifié ces points de fragilité, en fait, tu les as identifiés aussi chez toi. Et donc, derrière, il nous faisait faire tout un travail, à la fois de méditation et de pratique, c'est-à-dire comment, à travers ce point de fragilité qu'on a vu, on peut ensuite le retravailler en kata, en visualisation mentale, etc. Ce qui fait que, effectivement, tu parlais de tous ces potentiels, et forcément, quand tu es avec des personnes qui sont capables d'être à ce niveau-là de précision, la potentialité dans l'art martial, qui est quand même martial, signifie un art de guerre, mais en fait au sens, moi j'aime bien au sens du guerrier pacifique, évidemment. Et ça c'est vraiment passionnant. Ça c'est vraiment passionnant parce que tout d'un coup, l'autre n'est plus un ennemi à abattre, c'est un être à rencontrer, et cet être à rencontrer en plus, c'est moi que je rencontre en le rencontrant lui. Et ça, mais ça, je suis capable de mettre des mots aujourd'hui à 37 ans dont je n'étais pas capable en fait quand j'étais enfant. Mais pourtant, c'est bien ça. Quand je fais le flashback et quand je remémore, c'est bien ça qui était en train de se passer. Et c'est ça qui est formidable, c'est que moi j'appelle ça dans les accompagnements le fil de soi, c'est-à-dire il y a toujours un fil conducteur de l'être qui se manifeste en fait durant toute la vie. C'est juste que parfois il y a tellement de trucs qui viennent dessus que c'est pas difficile, c'est pas toujours évident de l'identifier. Mais on est en train de parler de ça tous les deux. En fait. C'est top que tu parles de tout ça. Je vais essayer d'avancer, je dirais, dans cette interview parce que du coup, on va essayer quand même d'être assez rapide et efficace dans l'ensemble, même si on prend plaisir. Là, on vient de parler de là où on prenait plaisir, je dirais, dans les endroits où on se sentait bien. Maintenant, j'ai envie aussi de parler pour les personnes qui s'identifient en se disant, ah ouais, j'ai vécu aussi ça. Parce qu'en général, on s'identifie beaucoup plus quand on a eu problème en disant, ah ouais, ça, je peux pas passer à côté, c'est vrai, j'ai vécu ces choses difficiles, je les ai pas comprises. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Moi, la première fois, personnellement, que j'ai découvert, c'est quand j'ai vu des vidéos sur YouTube avec des enfants sur les écoles Montessori. C'est-à-dire ce qu'ils ont vécu dans les écoles. Et c'est là que ça m'a vraiment, je me suis dit, ok, je peux plus m'échapper de me dire, c'est vrai, c'est vraiment moi. Donc moi, ce que j'aimerais également dans cette discussion interview aujourd'hui, c'est que tu racontes un petit peu aussi les difficultés que tu as eues, où justement, c'était pas évident pour toi. Je dirais cette différence. Aujourd'hui, on parle de comment on l'a utilisé, qu'on était content avec nous-mêmes finalement. Maintenant, comment avec la société ça s'est passé? Parce qu'en général, bon, globalement, tu vas nous raconter ton histoire, mais on est beaucoup rejeté par rapport à cette différence et on va essayer justement de s'intégrer. Parce que justement, la première peur, c'est la mort. Deuxième peur, comme me dit, réfléchissez, devenez riche, Napoleon Hill. La première peur, c'est la mort. La deuxième peur, c'est l'abandon. Et justement, on n'a pas envie d'être abandonné et on a envie d'être intégré. Donc du coup, comment toi tu as vécu ces difficultés, ces problèmes, si tu en as eu du coup, donc de te sentir rejeté, comment tu les as vécus, ce rejet, et à quel moment? Tu peux nous raconter des histoires, je dirais, où tu as senti qu'il y a quelque chose de différent et que tu as essayé de t'intégrer par la suite et que c'était pas évident pour toi? Là, en même temps que tu me poses la question, il y a deux éléments qui viennent. Il y a un premier élément où je sens que ce que je vais dire, ça va pas être facile pour tout le monde de l'entendre, mais j'ai besoin de le dire quand même. J'ai besoin de le dire justement au vu de ce que j'ai vécu. Quand tu as dit, en fait, la société nous rejette.
Et c'est pas facile tous les jours. Alors, on pourrait dire, oui, c'est vrai, effectivement, l'hypersensibilité, la haute potentialité, la multipotentialité, est-ce qu'elle est comprise en fait? Est-ce qu'elle est en conscience par rapport aux enseignants que j'ai vus, aux profs, etc. J'ai pas cette mémoire expérientielle là en mon corps et dans mon être. Cependant, c'est pas tellement une histoire de est-ce que l'autre m'accepte, mais est-ce que moi, en fait, je suis pleinement en paix avec cette différence de qui je suis. Et là, ça renvoie à cette notion de peur de mort, peur de rejet, peur d'abandon, qui sont des peurs complètement ataviques qu'on connaît tous, ou si vous connaissez pas, allez chercher dessus et puis vous découvrirez tout ça. Mais donc, c'est pas tellement l'autre en fait qui nous rejette, c'est nous-mêmes dans un schéma de soi à soi. C'est est-ce que on a cette puissance, cette capacité d'asseoir notre différence, notre singularité. Et il se trouve que j'étudie aussi beaucoup les neurosciences depuis de très nombreuses années. Et la question, c'est que il est vrai que dans des familles dans lesquelles il y a pu y avoir des traumatismes ou ce qu'on appelle les expériences négatives de l'enfance, et qui sont encore trop peu connues en France, sur la notion de violence et de négligence, qui sont les deux points. Violence, en fait, on est souvent sur l'aspect physique. Négligence, on est plutôt sur l'aspect psychologique. Eh bien, moi, ayant vécu ça, je peux dire qu'effectivement, ça va être beaucoup plus dur de construire quelque chose d'assertif et d'assis pour dire voilà ma singularité et voilà comment j'exprime au monde et j'ai pas de problème avec ça. Et effectivement, moi dans mon expérience, il peut y avoir des expériences de violence, il peut y avoir des expériences avec de négligence, il peut y avoir des expériences de manipulation. Et encore une fois, ce n'est pas dans une intention de culpabiliser. Il n'y a pas de coupable là-dedans. J'aimerais préciser ça. Il n'y a pas de coupable. Nos parents ne sont pas coupables de ça. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il y a juste un état d'être qui fait que c'est ça que l'on vit. Après, on a la liberté de continuer là-dessus ou de pas continuer là-dessus. Et ça, c'est important d'identifier. Ouais, tu veux réagir. Vas-y. Oui, juste une chose. Pour moi, je dirais, en fait, la culpabilité, c'est juste la culpabilité plutôt de l'ignorance, c'est-à-dire de choses méconnues d'un côté ou de l'autre, de nous ou des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste qu'il y a une différence, mais on connaît pas en fait le gap, la différence. On connaît pas. C'est quoi cette différence? On l'identifie pas. Et c'est de là, en fait, où on crée une culpabilité, où on pense qu'en fait, c'est pareil. Mais non, en fait, c'est différent. Il faut juste accepter cette différence. Donc, en fait, c'est une mauvaise identification par rapport à un manque d'informations, finalement, d'un côté ou de l'autre, de soi-même, parce qu'on connaît pas sa différence et on pense qu'on est pareil. Et des personnes en face qui pensent, je dirais que elles doivent nous, alors je dirais pas nous juger, mais plutôt se mettre en phase avec nous, avec de la même base qu'elles ont, alors qu'on a une base différente. Donc c'est finalement l'ignorance qui découle cette peur, cette culpabilité, etc. Alors justement, j'ai envie de te poser cette question. Du coup, quand on est enfant, comment on fait pour comprendre, je dirais, pour identifier cette différence de manière pas en se sentant justement coupable, rejeté, etc. C'est ça la vraie difficulté. Si on avait cette information, ce serait peut-être beaucoup plus facile finalement. Ah là, tu poses un élément de base qui est fondamental. Moi, j'ai pas su le faire. J'ai pas su le faire. Et c'est ok en fait. J'ai pas su le faire. C'était ok. Donc de fait, il y a eu plusieurs éléments où en plus moi j'ai cru pendant longtemps que ma vie ou mon enfance en fait elle était idéale, elle était géniale, c'était le top, alors que évidemment on a tout un système, une pulsion de survie en nous qui est pas en fait les pulsions au sens de Freud, qui est je parle d'autre chose, mais qui nous permet, et ça je le vois tous les jours, qui nous permet de faire un masque sur ce qui devient trop dur, trop difficile, pour faire en sorte de continuer de vivre ou de survivre du coup. Moi, j'ai pas su le faire. Il a fallu que j'attende des années. J'ai commencé en fait vraiment avec le développement personnel vers 17-18 ans. Ensuite, des démarches spirituelles plus tard. Mais autant dans les formations de développement personnel, autant dans les démarches spirituelles, je voyais en fait que ça permettait, et c'est ce que je dis régulièrement, ça permet de développer la personnalité, donc le personnage, mais ça ne permet pas en fait de résorber ou quelque part de guérir
des phénomènes beaucoup plus profonds, beaucoup plus ancrés, ça, je l'ai fait au moment où j'ai trop poussé vers un endroit qui n'était pas moi, avec un non-respect de moi, en attendant que les autres me respectent, au moment, à 30 ans, où j'ai commencé à faire un épuisement professionnel, et qui s'est, comme je l'ai pas écouté, accentué, et à 31 ans, ça a été le clash. Tu vois, donc c'est ça. C'est ça qui se passe. Je veux essayer de ne pas aller trop vite justement à cet âge-là, puisque justement je voudrais rester un petit peu plutôt quand on était enfant. Je voudrais que là tu nous parles beaucoup en théorie. Mais là dans ces interviews discussions, j'ai vraiment envie qu'on aille un petit peu plus toucher le point avec les personnes. Est-ce que tu peux nous raconter un moment qui a été difficile pour toi où justement tu n'avais pas identifié et que tu comprenais pas justement ces histoires, je pense qu'elles sont la clé de la connexion entre toi aussi qui regarde cette interview, moi, la connexion entre nous pour nous dire on peut pas s'échapper, on a vécu ces points-là qui sont tellement profonds, je dirais émotionnellement, qui sont pas évidents et qui nous connectent vraiment dans cette difficulté, c'est, je dirais entre guillemets, un peu à part justement d'autres personnes. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire comme ça justement? Oui, je peux t'en raconter plein des histoires et des légendes. Quelque chose par rapport à la sensibilité, par exemple, moi aller à l'école c'était une douleur, mais c'était une douleur au point de pleurer tous les matins. Tous les matins. Tu te souviens à un moment donné où quand tu as pleuré, justement, tu as eu cette pensée, une décision dans ta tête de te dire, voilà, quelque chose que tu as pensé à cet instant T, juste un moment, pas des moments répétitifs, un moment où justement tu as pleuré et tu comprenais pas. Et justement, qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là? Alors, qu'est-ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là? En fait, moi, je ne comprenais pas. En fait, il y avait quelque chose qui était impossible pour moi. C'était, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas la liberté de choisir par rapport à ma vie où je souhaitais aller. Mais quand t'as 7 ans, quand t'as 8 ans, en fait, comment tu fais? Eh bien, soit tu continues de pleurer, soit tu t'endurcis. Moi, j'ai pris la décision, je m'endurcis. C'est ça, en fait, qui s'est passé. Donc, quand je te disais tout à l'heure, moi, j'ai pris la décision de m'endurcir, c'est que ma sensibilité était telle et l'environnement dans lequel j'ai vécu était tel que il n'était pas possible. Si tu veux, moi, j'ai vécu, quand je disais quartier, vie vraiment ouvrière de base, j'ai vécu dans des habitations à loyer modéré, dans des HLM toute ma vie. Aujourd'hui, il y a certains types d'HLM, il y en a d'autres. Moi, je voyais en fait à l'âge de 8 ans des gens se piquer dans la cage d'escalier. Donc forcément, ça donne un rapport à la drogue, à l'autre, à l'environnement qui est dangereux. Pour moi, l'environnement extérieur était dangereux. Tout était dangereux. Absolument tout. Et ça, si tu veux, ça marque profondément parce que mon rapport au monde, il a été marqué, et il y a encore des réminiscences aujourd'hui malgré tout ce qu'on a fait, il a été marqué dans le sens, le monde est un danger. L'autre est un danger. Je ne peux pas faire confiance. Il y a des injustices partout. C'est-à-dire, mon angle de vue, c'était le monde est noir. Le monde n'était pas super, hein. Et tu vois, ça marque tellement que dans mon énergie de base, toute mon enfance, ça a été je dois m'en sortir. Je dois m'en sortir, je dois m'en sortir, je dois m'en sortir. Je peux pas me faire l'économie de ne pas aller à l'école. Je ne peux pas faire l'économie d'être bon. Je ne peux pas me faire l'économie de réussir mes études. Je peux pas me faire l'économie de pas minimum avoir un bac+5. Je peux pas me faire une économie en fait de minimum gagner 2000 ou 3000 euros par mois. Je peux pas faire l'économie, tu vois, c'était tout ça en fait. Et tout ça, je me rappelle très bien, par exemple à 5 ans, c'était tellement douloureux de vivre dans l'environnement dans lequel je vivais que déjà l'être de 5 ans se posait la question, qu'est-ce que je vais faire plus tard comme métier? Il faut absolument que je m'en sorte. Je peux pas rester là. Je peux pas rester comme ça. Je peux pas, moi, à l'âge de ma mère, vivre comme on est en train de vivre là. C'est intéressant ce que tu viens de dire à l'instant même, parce qu'en fait, ce que je ressens et que j'ai vécu aussi, c'est que très tôt, je me suis dit dans ma tête, pour ne pas subir, je dois justement me battre. C'est ça. Pour ensuite, dès le départ, pouvoir choisir. Pour changer de subir à agir. Alors globalement, je pense que beaucoup de personnes ont cette perception, mais je pense qu'on l'a vraiment de manière beaucoup plus intense. Moi, c'était un petit peu plus tard, c'était à l'âge de 14 ans. Je partais chez mes grands-parents, travailler 10-11 heures par jour. Personne m'avait obligé. Et l'idée que j'avais dans la tête, que personne m'avait mis dans la tête, c'était moi-même. Je m'étais dit
je veux travailler avec mon corps le plus tôt possible dans ma vie, qu'on me laisse l'opportunité de travailler, c'était à 14 ans qu'on m'a laissé l'opportunité de travailler, pour ensuite protéger mon corps, pour ensuite travailler avec ma tête. Et ce type, je pense, de pensée qu'on a on subit dans le sens où on s'endurcit, on combat, on se bat, pour ensuite qu'on n'ait plus subir l'extérieur, mais de créer de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est comme si on ressentait qu'on a un gros potentiel intérieur et qu'on n'a pas le droit de l'utiliser, et qu'on va se battre pour sortir de la cage, pour ensuite pouvoir l'utiliser, et je dirais et d'avoir le choix de pouvoir l'utiliser. Mais au démarrage, effectivement, comme tu le dis, en fait, je pense qu'on a une sensibilité telle que on est dans une cage où en fait on ressent plein de barrières, de bords, comme tu l'as dit, où tout est risqué. Donc on reste là et on s'endurcit de l'intérieur jusqu'à temps que on explose la cage en créant notre propre, je dirais notre propre monde avec justement les clés qu'on a besoin, comme tu l'as si bien dit aussi au niveau de l'argent. Moi aussi, je me disais, l'argent va me permettre effectivement, beaucoup de personnes le disent, mais c'est la manière dont les personnes le perçoivent et dont nous, on le perçoit, je pense, c'est totalement différente parce que c'est une question de ne pas subir, mais d'agir, et beaucoup plus en profondeur. Et moi, je le pensais aussi par rapport à mes parents. Ma mère qui travaillait à Leclerc, quand mes parents sont séparés, je la voyais, on faisait attention à l'électricité, à pas laisser des lumières allumées, on prenait des douches plutôt que des bains, on commençait pas à manger un yaourt et puis on le laissait, on devait le finir et puis on faisait attention. Et j'avais cette perception de je ne veux pas subir par rapport à ce que je vois. Et donc du coup, il faut que j'utilise mon potentiel, comme tu le disais, en survivant, en se battant. Moi, c'était à 18-19 ans, j'avais déchargé le camion de nuit. Personne m'obligeait à le faire. Personne m'obligeait à le faire. Et effectivement, on a, je pense, deux choses. Le fait qu'on ressente beaucoup de choses, donc du coup, on accumule beaucoup, et du coup, beaucoup de choses où on doit se protéger, donc c'est pas évident. Et on utilise également le multipotentiel pour, je dirais, s'endurcir, mais fois 10, on va dire, à l'intérieur, pour ensuite, si on y arrive, et c'est là, je dirais, la petite clé, un petit peu la clé de voûte et l'objet de ces interviews, c'est de ne pas tomber dans l'endurcissement et l'oubli de soi-même, je dirais, en restant dans ce côté un peu cette ombre, mais de le déclencher en lumière. Là, effectivement, l'interview a pas mal avancé. Maintenant, je voudrais que tu nous dises, alors on va aller un petit peu vite à ce moment-là, mais quel est le moment où justement tu as réussi à passer de cette ombre à la lumière et où tu as transformé tout cela? C'est-à-dire déjà, quel est le moment où tu as identifié cette différence, mais de manière positive? Maintenant, on t'écoute.